Là aussi, on est vraiment ravis de t'accueillir, que tu aies trouvé le temps de venir, malgré tes sollicitations complexes de ton métier, parce que effectivement, pendant longtemps, tu as travaillé dans un groupe d'intervention d'élite de militaires français, et actuellement, tu es attaché à l'unité d'évacuation sanitaire, et tu es un expert dans l'optimisation cognitive et l'optimisation potentielle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Pour moi, ça reste un peu flou, mais j'ai l'impression que c'est une excellente transition de ce que nous a raconté Claude sur l'anatomie de la décision. Merci Tobias. Effectivement, c'est une très bonne transition. L'optimisation des performances, l'optimisation du potentiel, c'est cette capacité qu'on va avoir de manager nos ressources cognitives, notre émotionnalité et nos compétences en termes justement de management émotionnel pour pouvoir optimiser, non pas basculer tout le temps sur S2, mais être capable de manager notre utilisation de S1 et S2. On l'utilise beaucoup dans le domaine du sport depuis de très nombreuses années. Pourquoi? Parce que là, la performance est liée à des résultats qui sont directement observables. Mais les entreprises ont commencé à s'y intéresser depuis 40 ans à peu près, en optimisant le bien-être, l'émotionnalité et la performance de leurs équipes. Le but, c'est toujours le même, c'est d'optimiser les performances. Et dans le cadre de la santé, on s'est dit que c'était un énorme avantage que d'améliorer la performance qui est traduite en qualité des soins. Et c'est ça qui nous intéresse ici, c'est d'améliorer la qualité des soins que l'on va prodiguer à nos patients. D'accord. Donc, pour moi, pour l'instant, ça reste un peu ésotérique, parce que je ne suis pas un sportif de haut niveau, j'aimerais bien l'être, et je ne fais pas partie d'un groupe d'élite du militaire français. Est-ce que ça repose sur un concept scientifique, en fait? Alors bien entendu, et c'est l'avantage de la naissance des neurosciences et de la montée en puissance des neurosciences qui, grâce à l'IRM fonctionnel, à l'électroencéphalogramme, mais aussi avec les électromyographies, etc., ont pu permettre de décortiquer un petit peu la gestion émotionnelle. Et c'est ça qui est important, on s'est rendu compte que notre état émotionnel était précédent à la prise de décision et qu'elle allait orienter justement notre capacité à utiliser S1 ou S2 en fonction de cet état émotionnel. Le fait de canaliser notre émotion va nous permettre de faire des choix qui sont plus rationnels, voire même de choisir de ne pas succomber à la logique et donc de nous laisser emporter par S1 qui va être qualifié dans ce moment-là. Mais ce n'est pas forcément le cas. Le problème, c'est que notre état émotionnel étant précédant la décision, si jamais on a un état émotionnel qui est négatif par rapport à la prise de décision qui va venir, eh bien on va basculer dans un mode de fonctionnement qui ne sera pas forcément adéquat avec ce qu'on va faire. D'accord. Donc comment est-ce qu'on peut les structurer, ces éléments cognitifs dont tu parles? Comment est-ce qu'on peut... quelles sont les composantes de cette performance sur le plan cognitif? Oui. Alors, je vais faire passer le diaporama. Encore une fois. Et voilà. J'ai travaillé plusieurs années avec le GIGN et une de mes actions a été de modéliser l'expertise de plusieurs composants de GIGN, dont les tireurs d'élite. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 6 composants principaux à la performance. Alors, on a 3 compétences qui sont liées à l'environnement, on va dire, et à nos connaissances techniques, qui sont les connaissances théoriques, les compétences techniques et la maîtrise des technologies, qui vont dépendre de notre apprentissage initial et qui vont demander une remise en question régulière. En particulier, la maîtrise des technologies demande à travailler régulièrement avec le matériel qui s'informatise de plus en plus et qui est de plus en plus complexe à utiliser. Et après, on va avoir 3 composantes qui sont la communication et l'esprit d'équipe, les performances mentales et la gestion physique et énergétique, qui, eux, pour le coup, dépendent plus de notre capacité de développement personnel. La gestion physique, c'est est-ce que je suis capable de me relaxer, de me dynamiser au bon moment? Et est-ce que je suis capable d'entretenir mes compétences musculaires pour pouvoir les mettre au service de ma prise décisionnelle? On a un concept en programmation neurolinguistique qui dit le corps et l'esprit sont 2 processus systémiques indissociables et interconnectés. Et ne pas entretenir l'un va amoindrir les performances de l'autre. D'autre part, la communication, on la pointe du doigt régulièrement dans les problèmes de facteurs humains, c'est vraiment un élément clé de la prise de décision, personnelle et interpersonnelle. La communication, c'est 2 sous-groupes. L'autocommunication, la capacité qu'on a de se communiquer à nous-mêmes, et certains la mettent de côté, alors qu'on le sait, le dialogue interne est pertinent dans l'amélioration professionnelle, et l'hétérocommunication, comment on communique à autrui. Et ça, c'est souvent pointé du doigt quand il y a un problème, mais ça pourrait être optimisé pour améliorer nos performances.
Et enfin, on a les performances mentales en tant que telles, qui vont être plusieurs sous-groupes, la gestion émotionnelle, comme on l'a vu, les composantes énergétiques type relaxation mentale, dynamisation mentale, la capacité attentionnelle, notre capacité à focaliser notre attention au bon moment et sur les bonnes choses, et après d'autres choses comme l'alignement de nos valeurs, par exemple, sur nos actions, sur nos objectifs à moyen, à long terme. D'accord. Donc c'est beaucoup d'informations, beaucoup de nouveaux concepts. Pareil, c'est passionnant. C'est pas forcément ce que nous on apprend à l'école de médecine, mais à t'entendre, ça, j'ai l'impression que ça résonne en moi, ça me parle par rapport à mon vécu au quotidien. Mais par exemple, demain, je suis de garde. Là, j'aurai 24 heures devant moi, ou voire plus peut-être. Comment je peux concrétiser ce que tu me dis? Ça résonne en moi, mais comment je peux le concrétiser, par exemple, demain dans ma garde? Oui, alors effectivement, plus on va avoir de temps, plus on va pouvoir se développer. Quand il y a quelqu'un qui vient me voir avec une demande très très rapide, je l'oriente vers quelques éléments. Et en fait, dans ces techniques qui se recoupent assez régulièrement de performance mentale, il y a des éléments qui sont récurrents et qui reviennent régulièrement. C'est la respiration, la gestion de la respiration, la relaxation, la projection mentale et l'imagerie mentale, et les techniques de méditation. La respiration, c'est le plus simple. En général, je commence par 2 techniques respiratoires, une relaxante et une dynamisante. Pourquoi la respiration? Parce que c'est le système d'accès le plus rapide vers le système sympathique. En situation de stress, on a tendance à surutiliser notre système sympathique au défaut du système parasympathique. La respiration va nous permettre, en particulier les techniques de respiration relaxante, d'augmenter un petit peu notre utilisation parasympathique et donc de parer un petit peu la surcharge d'adrénaline. La respiration relaxante, c'est tout simple, c'est utiliser son diaphragme, réapprendre à utiliser son diaphragme et apprendre des cycles respiratoires qui vont nous calmer. Ils sont différents pour tout le monde. Et c'est pour ça que la préparation mentale est vraiment individualisée. Il faut que chacun apprenne à se connaître, en fait, et apprenne à connaître son corps. Les respirations dynamisantes, c'est l'inverse. On va apprendre à dynamiser son corps en utilisant une respiration expulsive qui va être liée à de l'énergie, à de la mise en tension musculaire. La relaxation, c'est très simple. Et en général, j'utilise une technique de relaxation qui demande un contracté-relâché parce que certains ont des difficultés à penser « je dois me relâcher » mentalement. Donc ce que je leur fais faire, c'est que je leur fais contracter musculairement, puis relâcher, et là on va être capable de vivre la relaxation plus facilement. La projection mentale, c'est peut-être l'outil le plus puissant de la préparation mentale, parce que ça va consister à prévisualiser un objectif réussi. On le fait déjà tous, on prévisualise comment on va réussir quelque chose, mais on s'est rendu compte que si on visualisait la réussite de l'objectif avant même les étapes qui permettent d'y accéder, on se canalise vers un résultat positif. Alors que si on fait l'inverse, si on essaye de visualiser les étapes vers un objectif, notre cerveau a cette tendance à catastrophiser, et pas forcément positivement, forcément. Donc du coup, il va nous orienter vers des éléments mais qui ne seront pas forcément pertinents pour la réussite complète de l'objectif. Là, la prévisualisation mentale, c'est je visualise l'objectif réussi, je le visualise sous forme émotionnelle, je suis capable de vivre pleinement les bienfaits de la réussite, et après, je vais vivre toutes les étapes qui me permettent d'arriver à ce résultat que finalement j'ai déjà vu. Et enfin, j'invite toutes les personnes à apprendre des routines de méditation. La méditation, ça a été prouvé par les imageries mentales, par l'électroencéphalogramme. Ça va nous permettre de mieux gérer l'activation de notre amygdale cérébrale, qui est le signal d'alerte, on va dire, émotionnel. Ça va nous permettre de créer des liens plus puissants entre notre cortex préfrontal et notre système limbique, et donc avoir un rétrocontrôle positif sur nos émotions. Ça ne limite pas les émotions, ça nous permet de mieux les canaliser. D'accord. Donc ça demande un vrai travail sur soi, qui est aussi dans le temps. Il y a des choses que je peux faire maintenant. Déjà, je peux respirer demain quand je commence à m'énerver, pousser un cri de guerre avant l'arrivée du patient traumatisé au déchocage. Mais ça demande donc un vrai travail sur soi dans le temps. Et c'est très intéressant ce que tu dis aussi de dialogue intérieur. Je me vois parfois avoir un dialogue intérieur avec moi quand je prends une décision difficile. Par contre, dans la préparation pour aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des équipes qui pratiquent déjà en médecine, au déchocage. Par exemple, à Toronto, il y a une équipe de Chris Hicks du Trauma Center de Toronto qui pratique ce que tu dis en équipe. Mais je me demande, est-ce que tu ne vois pas une réticence, on va dire, culturelle, parce que tu nous dis c'est
c'est loin de beaucoup d'éléments qu'on partage dans le monde hospitalier. Est-ce que tu vois des obstacles à la mise en place de ce type de démarche? Parce qu'idéalement, il faudrait aussi le faire de façon collective, si je comprends bien. Il y a un travail individuel, mais aussi un travail collectif. Est-ce que tu vois des obstacles à la mise en œuvre de ces techniques et comment on pourrait s'y prendre? Alors, les obstacles principaux, en général, c'est le regard de l'autre et l'ego. C'est ce qui va poser souci dans la gestion émotionnelle. C'est pour ça que ce que je conseille en général, c'est de commencer par un travail sur soi personnel. Effectivement, pousser un cri de guerre comme font les rugbyman, c'est très facile quand on est tout seul dans son bureau. Ça va être moins facile quand on va le faire en face de toute son équipe. Par contre, si jamais chacun de son côté va commencer à travailler sur la gestion émotionnelle, eh bien après on va pouvoir créer une mise en commun. Ce qui serait intéressant, c'est de créer ces formations pour toute l'équipe, par exemple. De leur permettre, d'une part, d'être concernés individuellement par la gestion émotionnelle, puis après de mettre en commun. Et en général, on se rend compte que quand il y a une mise en commun, les gens vont commencer à réfléchir ensemble et ils vont se dire, bah tiens, je prends un exemple au hasard, quand on a de la focalisation attentionnelle, si on est un neurochirurgien par exemple, on va pouvoir dire, écoute, à chaque fois que j'ai quelque chose qui me passe par la tête à mon aide opératoire et que j'ai besoin de le noter, est-ce que tu pourras le noter pour moi? Il n'y aura plus ce regard de l'autre qui sera négatif. Donc je serai concentré sur mon opération, ah tiens, il faut que je pense à acheter le pain pour ce soir, est-ce que tu peux me le noter? Et il n'y aura plus cette appréhension en fait, du regard de l'autre. Mais ça demande un vrai travail en équipe, précédé par un travail individuel sur soi. Parce que le but premier, c'est de libérer un peu l'ego, de se dire, ok, je vais gérer mon émotionnalité, et pour ça, je vais avoir besoin de l'autre. Donc c'est passionnant. Dernière question, peut-être. À t'entendre, on a l'impression que ça apportera quelque chose de très riche déjà pour les soignants, tous les soignants en fait. Ça va augmenter leur résilience, leur capacité au stress et donc aussi leur bien-être, donc le savoir-être et réunir avec le savoir-faire. Est-ce qu'on peut dire que ça peut aussi, l'augmentation de nos performances individuelles et collectives, est-ce que ça peut aussi avoir un impact sur la prise en charge, la qualité de la prise en charge de nos patients? Alors, c'est le but. En fait, la performance, je l'ai dit, dans le monde du soin, je l'évalue en termes de qualité de prise en charge du patient. Et le but de la performance mentale, ça va être d'une part d'améliorer le bien-être, l'efficacité, la capacité d'attention personnelle, mais tout ça, c'est au but de l'amélioration de la qualité des soins qu'on va définir. Ça aura bien entendu un impact sur notre qualité de communication. Et la qualité de communication, c'est non seulement avec notre équipe, comment je vais interagir avec eux, comment je vais me comporter, mais aussi avec nos patients. Je le rappelle toujours, le patient, c'est notre finalité absolue en tant que soignant, c'est notre raison d'être. Donc si jamais on fait tout ça, c'est d'abord pour améliorer la qualité des soins. Et c'est là que dans la performance mentale, il est très important de se replacer en termes de valeur, de motivation et de se dire pourquoi est-ce que je fais ça à la base? À la base, je fais ça pour améliorer le soin que j'apporte à mes patients. Magnifique. Merci beaucoup. Demain, je vais pousser un cri et respirer et faire ça avec mon équipe. Je pense que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de pistes à travailler dans nos équipes. Merci beaucoup.